Bienvenue à Naturally par Josée, un balado sur la santé et le bien-être. Je suis votre hôte, Josée Fortin. Aujourd'hui, nous allons parler de la ménopause et des changements qui ont lieu dans notre corps pendant cette période. Dans le monde médical, ça fait plusieurs décennies que les médecins et les chercheurs étudient les changements hormonaux qui ont lieu dans le corps des femmes durant la ménopause. Cependant, ce n'est que récemment qu'ils réalisent que ce n'est pas juste une question d'équilibre hormonal. Au niveau de la naturopathie, ça fait déjà longtemps qu'on se rend compte qu'il faut travailler à plusieurs niveaux pour rétablir l'équilibre, c'est-à-dire l'homéostasie, lors de la ménopause. Pour commencer, c'est quoi la ménopause? Bien, premièrement, c'est pas une maladie. Beaucoup de gens ont comme l'impression que c'est un problème de santé, mais vraiment, c'est juste une étape, une période dans la vie d'une femme où il y a l'arrêt définitif de sa fertilité. Au niveau médical, une femme est déclarée en ménopause lorsque ça fait 12 mois consécutifs qu'elle n'a pas de règles. Pour la plupart des femmes, ceci arrive entre l'âge de 45 ans et 55 ans. Il y a par contre à peu près 5 des femmes qui arrivent naturellement en ménopause soit avant 45 ans, là on parle de ménopause précoce, ou après 55 ans, puis là on parle alors de ménopause tardive. C'est pas un problème que ça arrive plus tôt ou plus tard au niveau de la ménopause même, mais c'est juste que si ça arrive assez tôt dans la vie d'une femme, quand les changements hormonaux arrivent, bien, il y a certains facteurs de santé qui changent. Ces facteurs de santé vont changer beaucoup plus tôt. Comme un exemple, quand une femme arrive en ménopause puis il y a moins d'estrogène qui circule, les risques de problèmes cardiovasculaires augmentent. Donc, les femmes avant la ménopause, ils ont moins de risques d'avoir des problèmes au niveau cardiaque que les hommes à cause des estrogènes. Mais quand elles arrivent à la ménopause, les problèmes deviennent à peu près équivalents de ceux d'un homme. Les hormones nous protègent un petit peu avant. Puis, si on arrive à la ménopause assez tôt dans la vie, bien, nos risques de problèmes cardiaques vont augmenter plus tôt. Ça va être important de faire plus de prévention puis de garder ça en tête. Certaines femmes arrivent à cette période de la vie sans avoir aucun symptôme désagréable si leur corps est en équilibre. S'il est en homéostasie, les femmes peuvent se sentir très bien, ne pas avoir aucun symptôme désagréable, puis l'arrêt des règles se fait tout doucement, sans heurts, sans gros changements. Cependant, beaucoup de femmes voient l'apparition de symptômes liés au changement de la ménopause. Ces symptômes-là peuvent commencer à apparaître dans les quelques années précédant l'arrêt complet des règles, puis souvent ils vont persister jusqu'à quelques années après l'arrêt des règles. Il y a une période d'à peu près 3-4 ans où il y a un plus haut risque d'avoir des symptômes de la ménopause. C'est lorsque les symptômes affectent la qualité de vie des femmes que là, ça devient problématique. Souvent, on va voir des femmes venir nous consulter parce qu'ils dorment plus bien. S'ils ne dorment pas un bon 7-8 heures leur nuit, bien là, ça affecte leur capacité au travail, ils n'ont plus la même concentration, ils deviennent plus irritables avec leur famille, ils veulent divorcer le mari puis l'envoyer vivre dans le cabanon en arrière dans la cour. Là, ça commence à affecter leur qualité de vie, puis c'est important de régler cette problématique-là. Les symptômes peuvent beaucoup évoluer également selon le stage de la ménopause dans lequel la femme se situe. Certaines femmes vont avoir plus de symptômes avant l'arrêt des règles, tandis que d'autres, ça va être après. Ça dépend un petit peu de la santé au niveau du système glandulaire, du système nerveux. Ça peut avoir un impact sur quand les symptômes vont apparaître puis comment intenses ils vont être. Si on regarde les différents stages de la ménopause, il y a beaucoup de différents termes qui sont aussi utilisés pour décrire la ménopause. Donc, préménopause, c'est vraiment le stage qui indique avant l'arrêt des règles. Les femmes qui sont en préménopause, il y a encore des règles, mais ces règles commencent à changer. Ils peuvent devenir irrégulières, puis au tout début de la préménopause, ils peuvent être même plus rapprochés. C'est pas nécessairement qu'ils commencent tout de suite à s'éloigner. Il y a certains cas où ils sont même plus proches. Ils les ont beaucoup plus souvent. L'intensité des saignements peut aussi beaucoup varier. Il y a certaines femmes que tout de suite, ça va en allégeant. Ils en ont de moins en moins. Tandis que d'autres, ça devient super abondant. C'est pratiquement hémorragique. Au niveau de la préménopause, ces choses-là peuvent fluctuer énormément. La périménopause,
Cette période-là englobe la période où les règles deviennent plus espacées jusqu'à 2 ans après l'arrêt complet des règles. C'est vraiment la période typique où la plupart des femmes vont avoir certains symptômes de la ménopause. C'est là qu'il y a des ajustements plus intenses qui doivent se faire au niveau de l'organisme, puis que les symptômes vont avoir tendance à ressortir. Cette période sera le focus principal de notre balado. Ensuite, vous avez aussi le stage de la post-ménopause. Ça, c'est la période après l'arrêt des règles, puis ça se poursuit jusqu'à la fin de la vie d'une femme. C'est pas juste une période de 2 ans. La post-ménopause décrit vraiment tout ce qui se passe après l'arrêt des règles. La période est aussi longue que la vie de la femme. Normalement, les symptômes désagréables vont avoir tendance à diminuer. Après les 2 premières années de la postménopause, les symptômes deviennent de moins en moins intenses parce que le corps a une chance de s'adapter. Si jamais les symptômes continuent, qui ne disparaissent pas après ces 2 ans-là, ça veut dire que le corps de cette femme-là a de la difficulté à trouver l'équilibre. Elle reste en déséquilibre, puis les symptômes ne disparaissent pas. J'ai même vu des femmes qui avaient encore des symptômes de la ménopause 20 ans après l'arrêt de leurs règles. C'est une question d'aider le corps à retrouver un équilibre pour pouvoir justement faire disparaître ces symptômes désagréables. Ici, nous allons faire une petite parenthèse parce que certaines femmes ont des hystérectomies totales, donc c'est-à-dire qu'elles se font enlever leur utérus puis leurs ovaires. Quand ceci arrive, elles se retrouvent plongées dans une ménopause soudaine, puis même brutale pour certaines femmes. Le corps doit travailler encore beaucoup plus fort pour trouver un équilibre dans tout ça. Il n'y a pas de belle transition en douceur, c'est plutôt comme un choc. Dans ces cas-là, toutes les mêmes informations vont s'appliquer, mais il faut juste se souvenir que ça peut être un petit peu plus difficile à rétablir l'équilibre parce que le corps vient de subir un choc beaucoup plus important. Comme je disais, le sujet de la balado, c'est vraiment la périménopause, mais je veux quand même faire une petite parenthèse au niveau de la préménopause parce qu'il y a certaines femmes qui ont des symptômes qui peuvent être très problématiques, puis je veux pas complètement ignorer ça. Je veux que les femmes qui vivent ces choses-là savent qu'il y a quelque chose qui peut être fait. J'en parlerai pas nécessairement en gros détail dans cet épisode ici, mais le fait que vous savez qu'il y a quelque chose qui peut être fait éventuellement, qu'il y a de l'information qui peut être donnée à ce niveau-là, ça peut vous aider à aller faire les recherches que vous avez besoin puis d'aller chercher un petit peu d'informations là, pour pouvoir vous aider. Au début de la préménopause, il arrive des fois que comme je disais, au lieu que les règles s'espacent puis deviennent plus légères tout de suite, ils deviennent beaucoup plus rapprochées puis abondantes. Au lieu d'avoir des règles aux 28 jours, certaines femmes peuvent avoir des règles aux 14, 21 jours. Même des fois, les règles sont continues. Ils n'arrêtent jamais complètement. Il y a 4-5 jours de très intense, puis après ça, il y a du spotting qui continue. Là, 2 semaines après le début des premières règles, tu as une autre période très intense. C'est comme s'il y avait 2 cycles. Ça peut être quelque chose de très difficile au niveau de l'organisme parce que s'il y a beaucoup de perte de sang, les femmes peuvent se retrouver avec une anémie sévère, très importante. Dans ce stage-là, ce qui arrive, c'est que les hormones commencent à réduire, le taux d'estrogène et de la progestérone vont commencer à réduire graduellement. Par contre, à cause qu'on est bombardé de toutes sortes de produits chimiques, des substances chimiques produites par l'homme qui mimiquent l'effet d'estrogène dans notre corps, le corps y enregistre la chute de progestérone, mais à cause qu'on a toutes ces substances qui mimiquent les estrogènes, le taux d'estrogène ne chute pas aussi vite. Là, il y a un écart qui se fait entre le niveau d'estrogène et le niveau de progestérone dans l'organisme. Puis c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à avoir des saignements beaucoup plus abondants. C'est aussi la même problématique qu'on va voir dans bien des jeunes femmes de nos jours qui ont des règles épouvantables parce que justement, ils ont de la misère à garder les niveaux d'estrogène et de progestérone en équilibre, un par rapport à l'autre. Il y a toutes sortes de problématiques qui peuvent sortir, comme les femmes qui ont des fibromes utérins, de l'endométriose, des problèmes d'ovaires polykystiques. Ça, c'est tous des problèmes qui sont liés à une difficulté à garder un équilibre entre les niveaux de progestérone et d'estrogène dans l'organisme. Si on regarde au niveau de la préménopause,
Le déséquilibre est plus prononcé juste pour une période de temps parce qu'éventuellement, le corps va tellement réduire sa production hormonale que là, ça n'aura plus des saignements à pu finir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est temporaire, quelque chose qui est pour une période de temps limitée. Cependant, si vous êtes à très haut risque d'avoir des saignements hémorragiques, puis vous pouvez avoir une anémie sévère ou que vous avez des fibromes qui risquent de grossir à cause de ce déséquilibre hormonal-là, vous ne voulez pas vous ramasser avec une rupture de l'utérus. Donc, c'est important que quand vous avez beaucoup de saignements, de consulter pour vous assurer que vous n'êtes pas en danger. Ça, c'est au niveau de la préménopause. Les symptômes plus typiques de la ménopause, c'est pas tout à fait ça. Habituellement, quand on arrive au niveau de la périménopause, c'est quand les règles commencent à s'espacer. Ils sont moins présentes. On passe des plus grandes périodes avant de les avoir. Puis, les saignements ont tendance à aller en diminuant. Il y en a de moins en moins. Les règles se font plus légères, puis à un moment donné, il y a l'arrêt complet. Quand ça fait 12 mois qu'on n'a pas eu, là, on est déclaré en ménopause. C'est dans cette période-là, quand les règles commencent à s'espacer, que la plupart des femmes peuvent commencer à voir apparaître des symptômes typiques de la ménopause. Selon les régions du monde, la fréquence des symptômes peut varier parce que selon le mode de vie, selon l'alimentation, une variation peut se faire dans comment fréquents ces symptômes-là se présentent au niveau de la population. Certaines méta-analyses ont rassemblé beaucoup d'informations recueillies dans plusieurs études effectuées en Amérique du Nord pour obtenir les statistiques suivantes. En Amérique du Nord, il y a à peu près 75 à 80 des femmes en ménopause qui se retrouvent avec des symptômes vasomoteurs, c'est-à-dire des symptômes relatifs à la dilatation des vaisseaux sanguins. Dans cette catégorie-là, on retrouve les symptômes qu'on connaît très bien, tels les chaleurs, les sueurs nocturnes. Il y a aussi des palpitations, des migraines qui sont dans cette catégorie-là, que pas toutes les femmes ont, mais que certaines femmes peuvent avoir. Ça, c'est, disons, les symptômes typiques là, qu'une femme va penser quand elle pense aux symptômes de la ménopause. Il y a à peu près 50 à 75 des femmes ménopausées qui se retrouvent avec des symptômes génitaux urinaires, donc qui affectent leur système reproducteur et leur système urinaire. Ici, on retrouve des symptômes tels qu'une réduction de libido, ça nous tente un petit peu moins, des infections urinaires récurrentes. Ça, c'est souvent dû à un changement de pH lié au changement hormonal de la ménopause. Il y a certaines femmes qui ont aussi une urgence puis une fréquence urinaire. Ça veut dire qu'on a besoin d'aller faire des petits pipis souvent. Puis souvent, ce n'est pas des grosses quantités. L'urine devient plus irritante également. Donc, c'est pour ça qu'on sent le besoin d'y aller souvent, mais que ce n'est pas des grosses quantités qui sortent à la fois. Dans cette catégorie-là, il y a aussi un symptôme qui est quand même assez fréquent, mais que les femmes ne parlent pas beaucoup, c'est la sécheresse vaginale. La paroi vaginale devient plus mince et fragile, puis ce qui fait que quand on a des relations sexuelles, ça peut être douloureux. Donc, ça peut avoir un impact sur notre relation amoureuse avec notre mari ou notre copain. Ça fait partie des symptômes quand même qui peuvent avoir un gros impact sur notre bien-être. 70% des femmes ont également des symptômes psychogènes, des symptômes reliés à notre système nerveux. Ces symptômes incluent une augmentation des changements d'humeur, de nervosité, d'irritabilité, anxiété, tension, dépression, insomnie. Ça peut même aussi être lié à une diminution de la concentration, de l'estime de soi, de la confiance en soi. Ça a même un impact au niveau psychologique. La plupart des femmes n'ont pas tous ces symptômes-là, mais ont souvent une combinaison de quelques-uns de ces symptômes-là. Les symptômes peuvent varier énormément en fréquence puis en intensité. Tout ça a un impact sur comment la femme va vivre sa ménopause. Parce que oui, peut-être que tu as des chaleurs, mais tu en as 2 par semaine. Là, on ne peut pas vraiment dire que ça affecte ta qualité de vie. C'est pas le fun quand ça arrive, mais c'est pas rien qui va t'empêcher de dormir ou qui va t'empêcher d'être très fonctionnel. Tandis que si les chaleurs sont là aux 15 minutes, puis que tu te réveilles la nuit, tu trempes à la vette, puis il faut que tu ailles te changer parce que tu as tellement sué que c'est plus confortable. Là, on parle plus d'un impact sur la qualité du sommeil, sur comment on se sent en public, ces choses-là. Ça va jouer sur le moral aussi.
Il y a des choses qu'on peut faire pour qu'on n'ait pas du tout de symptômes. Parce que normalement, si une femme vit sa ménopause en équilibre, il ne devrait pas y avoir de symptômes. Là, on peut regarder peut-être un peu plus les approches qui ont été faites dans le passé par rapport à la ménopause au niveau médical. Si on regarde dans les années 1800, les femmes qui présentaient des symptômes marqués lors de la ménopause, ils étaient considérés comme des hystériques. C'était vraiment un terme médical. Quand tu étais ménopausée, tu avais beaucoup de symptômes, tu étais hystérique, puis ils étaient considérés comme pas tout à fait mentalement très stables. Selon la plupart des hommes, ils s'attendaient à ça vu que les femmes avaient une constitution plus faible. On va dire les femmes, ils n'ont pas une constitution faible, mais il y avait quand même l'idée que le système nerveux des femmes était affecté par tous ces changements-là. On n'est pas très d'accord de la façon qu'ils présentaient puis les outils qu'ils utilisaient pour régler la situation. C'était pas les médicaments les plus idéaux parce que dans ces années-là, ils donnaient de l'opium, du cannabis ou de la belladone pour aider les femmes avec leur hystérie. Mais il y avait quand même l'idée que leur système nerveux était affecté. C'est quand même important de voir que ça avait été fait, ce lien-là. Donc, après les années 1800, ça a continué à évoluer, puis c'est en 1930 que les recherches, le phénomène de la ménopause a axé plus au niveau hormonal. C'est là qu'ils ont commencé à regarder, les femmes, là, ils sont dans cet état-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur corps. Il y a un déséquilibre à quelque part, puis c'est là qu'ils ont commencé à regarder au niveau hormonal. Au niveau de l'estrogène, de la progestérone, LH, FSH, voir qu'est-ce qui se passait à ce niveau-là. C'est vraiment là qu'ils ont commencé à avoir l'idée que peut-être que c'était lié vraiment à un manque en estrogène, puis c'est à cause du manque en estrogène que les femmes avaient ces symptômes-là. Donc, c'est en 1942 qu'ils ont commencé à faire une hormone de synthèse, le Premarin, qui est un estrogène d'origine équine, donc de cheval. C'est là qu'ils ont commencé à la fabriquer. Au début, c'était pas facile à fabriquer, puis c'était quand même très dispendieux comme médicament. Il n'y a pas eu beaucoup de femmes qui ont commencé à prendre le Premarin. Il fallait vraiment qu'il y ait des moyens pour pouvoir acheter ce médicament-là. C'est vraiment en 1970 que les coûts de fabrication ont beaucoup diminué, puis que c'est devenu plus facile d'accès pour que les femmes puissent l'utiliser comme hormonothérapie. À partir de 1970 jusqu'à 2002, l'hormonothérapie a été très en vogue. Les médecins, automatiquement, dès qu'ils voyaient les femmes arriver en ménopause, prescrivaient de la Premarin. Cependant, en 2002, ils ont des études qui ont démontré deux choses. Que premièrement, il n'y avait pas une corrélation importante entre la diminution des niveaux d'estrogène et l'intensité des symptômes de la ménopause. Que beaucoup de femmes qui utilisaient l'hormonothérapie ne voyaient pas nécessairement une diminution de leurs symptômes désagréables. Donc, il y avait quelque chose d'autre qui se passait. C'était pas simplement une question d'hormones. Deuxièmement, ils ont démontré qu'il y avait quand même une augmentation assez importante des risques associés à l'utilisation de ces hormones-là. Que les accidents cardiovasculaires puis les risques de cancer ils étaient quand même assez importants. C'est là que les femmes ils ont dit si c'est pas si efficace que ça, puis il y a quand même des risques qui peuvent être quand même assez importants pour la santé. Il y a eu beaucoup de controverses, puis l'utilisation de l'hormonothérapie est devenue beaucoup moins populaire soudainement. Depuis, pour pallier un petit peu au risque de l'hormonothérapie, le monde médical s'est tourné vers l'utilisation d'hormones bioidentiques, c'est-à-dire des hormones qui ont été produites à partir d'hormones humaines et non d'hormones de cheval. Ces hormones-là, bioidentiques, il faut quand même comprendre que c'est quand même des hormones de synthèse, mais parce qu'elles sont identiques à celles produites par les femmes, notre corps réagit beaucoup plus rapidement. Puis les concentrations utilisées sont alors plus basses, ce qui aide à réduire les risques associés avec la prise de ces hormones. Donc, exactement les mêmes risques demeurent, mais à cause de la plus faible concentration, les conséquences sont beaucoup diminuées. Entre-temps, à cause de la faible corrélation entre les niveaux d'hormones et les symptômes de la ménopause, il y a beaucoup de chercheurs qui ont commencé à essayer de trouver c'est quoi qui fait que certaines femmes vivent des symptômes beaucoup plus intenses. Le docteur Lisa Mosconi résume très bien la situation dans l'extrait suivant.
Elle dit que nous associons la ménopause aux ovaires, mais lorsque les femmes disent avoir des bouffées de chaleur, des soirs nocturnes, de l'insomnie, des pertes de mémoire, de la dépression, de l'anxiété, ces symptômes ne commencent pas dans les ovaires. Ils commencent dans le cerveau. Ce sont des symptômes neurologiques. Si on retourne en arrière un petit peu avec nos médecins du 18e siècle qui traitaient les femmes hystériques, oui, il y a vraiment des symptômes neurologiques. Puis eux autres, ils donnaient des médicaments pour calmer les nerfs. Dans la dernière décennie, il y a plusieurs études qui démontrent qu'il y a une corrélation directe entre la concentration de neurotransmetteurs dans le système nerveux et les symptômes de la ménopause. Ils ont trouvé différentes façons de mesurer l'activité de certains récepteurs, aussi de la concentration de certains neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Ils ont pu déterminer qu'il y avait certains des symptômes de la ménopause qui étaient directement liés avec la concentration de ces neurotransmetteurs-là dans certaines parties du cerveau. Le docteur Masconi a aidé à déterminer que les chaleurs, les soirs nocturnes sont associés à un déséquilibre des neurotransmetteurs au niveau de l'hypothalamus. Ça, c'est une glande qui a un rôle important pour le contrôle de la température corporelle. Que l'insomnie liée à la ménopause découlerait d'un déséquilibre des neurotransmetteurs au niveau du tronc cérébral, que les changements d'humeur auraient plutôt un lien avec la concentration de neurotransmetteurs dans l'amygdale, qui fait partie de notre zone limbique, notre centre des émotions. Ça serait pour ça qu'on aurait les émotions plus à fleur de peau, qu'il y aurait des gros changements d'humeur. Les pertes de mémoire, elles, seraient liées à un déséquilibre des neurotransmetteurs dans l'hippocampe, notre centre principal de la mémoire. Comme vous pouvez voir, c'est pas juste une question d'hormones. Les neurotransmetteurs jouent aussi beaucoup sur quels symptômes vont apparaître, où puis en quelle intensité. Maintenant qu'on a déterminé qu'il y a une corrélation directe entre la concentration de neurotransmetteurs dans les différentes zones du cerveau et les symptômes de la ménopause, bien, concrètement, là, c'est quoi qui se passe quand on est en ménopause? Au niveau médical, il a été déterminé que la diminution des niveaux d'estrogène a un impact direct sur la concentration de neurotransmetteurs et de leurs récepteurs, puis que les neurotransmetteurs et les récepteurs seraient responsables de l'apparition de l'intensité des symptômes de la ménopause. Pas la diminution d'estrogène. La diminution d'estrogène, c'est un déclencheur qui va causer un déséquilibre. Il y a beaucoup de neurotransmetteurs et de récepteurs impliqués à plein de niveaux. Il y a la norépinéphrine, la sérotonine, dopamine, le 5-HTP, l'acétylcholine, le GABA, le glutamate, l'acétylcholinestérase, les récepteurs adrénergiques, les récepteurs de GABA, les récepteurs muscariniques, puis les récepteurs mu-opioïdes. Il y a aussi les récepteurs et les transporteurs de la sérotonine. Tout ça, là, dans notre cerveau, c'est toutes des choses qui vont faire qu'il y a certains symptômes qui vont apparaître plus que d'autres. C'est assez complexe comme principe si on regarde les petits détails comme ça. Mais si on regarde en naturopathie, c'est juste une question de rétablir l'équilibre dans tout ça. On observe depuis longtemps que les déséquilibres créés par les changements hormonaux de la ménopause sur notre homéostasie font que nos surrénales ont quand même un rôle très important à jouer pour rétablir l'équilibre chez les femmes ménopausées. En supportant la santé de nos surrénales, on peut souvent beaucoup aider à calmer ces symptômes-là. Des surrénales pleines de vitalité ont la capacité de réduire l'impact que le stress a sur notre système nerveux, ce qui a un impact direct sur la concentration des neurotransmetteurs et de récepteurs. Alors, s'il y a une femme qui arrive à la ménopause avec des surrénales qui sont épuisées, elle va avoir beaucoup plus de difficultés à minimiser le stress sur notre système nerveux. On se retrouve plus en risque d'être en déséquilibre, donc que les neurotransmetteurs ne soient pas au bon niveau, puis que les symptômes apparaissent beaucoup plus rapidement. Très peu de femmes arrivent au stage de la ménopause sans avoir eu à jongler entre les demandes de la vie familiale, du travail, prendre soin de parents qui deviennent plus âgés, de s'occuper des petits-enfants qui arrivent. On est souvent dans une période où il y a beaucoup d'actions. Puis, il y a beaucoup de femmes qui sont sur des niveaux de stress quand même assez importants. Et si on ne supporte pas à ce niveau-là, bien, ça fait que les symptômes de la ménopause sont beaucoup plus difficiles à calmer et à remettre en équilibre.
Ceci explique pourquoi l'utilisation d'hormonothérapie ne calme pas nécessairement les symptômes désagréables, parce que c'est beaucoup plus qu'une question d'estrogène, là. C'est pas en donnant des hormones de remplacement que la femme va nécessairement retrouver l'équilibre tout de suite. Ça peut aider si on assure qu'il y a une transition douce, que le corps a la chance de s'habituer. Il voit moins le changement hormonal comme un choc, comme un gros stress. Les surrénales sont moins épuisées pendant ce stage-là, puis ça fait que les neurotransmetteurs ont tendance à moins vouloir fluctuer. Ça peut arriver qu'en assurant une transition plus douce au niveau hormonal, on est capable de calmer les symptômes puis les mettre en équilibre. Cependant, si les changements vont en vagues puis sont très intenses ou qu'on attend trop longtemps avant de faire quelque chose, ça se peut que le déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs se soit établi. Puis en prenant de l'hormonothérapie, on n'est pas capable de renverser la vapeur. Les symptômes ne disparaîtront pas, là, même si on rétablit les niveaux hormonaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre corps dans ce processus-là? Pour aider notre corps à rétablir l'homéostasie, puis à réduire les symptômes de la ménopause. Premièrement, il est important de s'assurer que la réduction d'hormones se fait en douceur, que ça ne se fait pas de façon drastique. Parce que s'il y a des gros changements hormonaux soudains, que ça va en dents de scie, ça met un stress sur notre système glandulaire. Puis ça va mettre un stress sur notre système nerveux, donc nos neurotransmetteurs. Les phytoestrogènes, c'est des éléments naturels que l'on retrouve dans notre alimentation puis dans certaines plantes qui ont une structure très similaire à l'estrogène, mais que contrairement aux xénoestrogènes, qui sont des produits chimiques produits par l'homme, il y aurait, eux, un effet plutôt régulateur sur les niveaux d'estrogène. Certaines études très intéressantes comparent ce que les xénoestrogènes font par rapport à ce que les phytoestrogènes font. Les phytoestrogènes ont plutôt un effet régulateur sur nos niveaux hormonaux. Selon plusieurs études de qualité, une consommation régulière de phytoestrogènes durant la période de la ménopause, ça l'aide à réduire la fréquence et l'intensité des symptômes indésirables sans augmenter les risques de cancer. Ça peut être une façon d'assurer une transition plus en douceur puis de réduire l'impact de ces changements-là sur notre système nerveux. Le soya fermenté, en particulier, c'est un phytoestrogène qui est très, très intéressant parce que ça va aider au niveau de l'équilibre hormonal, mais c'est également bénéfique au niveau du système digestif puis du système cardiovasculaire. Donc, il travaille à plusieurs niveaux. Au niveau de l'équilibre hormonal, c'est à cause qu'il est fermenté, il y a un effet plus rapide puis un effet plus marqué comparativement à du soya qui ne l'est pas. Donc, soya fermenté, on parle de tempeh, sauce soya, miso, natto. Ça, c'est les soya fermentés. Le soya régulier, là, qu'on retrouve dans le lait de soya, dans le tofu, dans les autres produits à base de soya, ont aussi un effet bénéfique au niveau hormonal qui est cependant un petit peu moins marqué. Ça va aussi aider, c'est juste qu'il faut en prendre peut-être un petit peu plus pour avoir les mêmes effets. La graine de lin, les germinations de trèfle rouge, la plupart des légumineuses, comme les pois chiches, les lentilles, les fèves mangues, toute la famille des fèves, les graines de sésame, les graines de tournesol, germination de luzerne, les pistaches, les arachides, les haricots secs, l'ail et les pêches sont tous des aliments qui contiennent des phytoestrogènes. Donc, si on en met régulièrement dans notre alimentation, ça peut aider à avoir un meilleur équilibre au niveau hormonal. En incorporant ces aliments-là de façon plus régulière dans notre alimentation, on peut aider à avoir une transition hormonale plus en douceur lors de la ménopause avec moins de hauts et de bas. Ceci aide beaucoup à réduire l'impact négatif de toutes ces fluctuations-là sur notre système nerveux, puis ça permet habituellement une réduction de symptômes indésirables lors de la ménopause. Il y a certains suppléments de soya qui sont également disponibles, mais pour avoir les mêmes bénéfices, c'est préférable de consommer des suppléments faits à partir de soit de soya fermenté, il y a certaines compagnies qui font ça, ou des extraits à base d'alcool de la fève entière. Comme ça, au moins, vous avez tout le profil d'isoflavone complet. Vous avez toutes les différentes sortes d'isoflavone qui existent dans le soya. Fait que ça a un effet plus équilibrant que si vous avez un extrait qui va en chercher juste une ou deux sortes. Dans ce temps-là, ça a un effet toujours plus stimulant. C'est moins équilibrant. Également, ce genre de préparation élimine les lectines, qui sont des substances qui sont plus irritantes dans le soya.
C'est souvent ces substances-là qui vont faire les intolérances puis des réactions moins agréables. Donc, en ayant soit un soya qui a été fermenté ou extrait à base d'alcool, ces lectines-là sont éliminées. Les gens ont tendance à moins réagir négativement aux produits. Les femmes vont en retirer plus de bénéfices. Deuxièmement, il est également important de réduire l'impact que le changement hormonal a sur notre système nerveux en aidant la gestion du stress dans notre corps. Tous les changements hormonaux importants peuvent avoir un impact sur notre système nerveux à travers l'axe du stress, qui est composé de l'hypothalamus, l'hypophyse puis des surrénales. Ces glandes, ils régissent comment notre corps va réagir à tout changement, à tout stress. S'il y a un gros changement comme la ménopause qui a lieu, puis ces glandes-là sont pas en bonne forme, ben ça peut causer pas mal de problèmes au niveau du système nerveux. Ça va avoir un impact plus grand, puis ça peut créer des déséquilibres. La gestion du stress est particulièrement importante pour les femmes en ménopause. Elles sont plus vulnérables au déséquilibre parce que leur corps est déjà en transition entre un état de fertilité à un état où il n'y a plus de fertilité. Le corps doit s'ajuster, il y a beaucoup de changements à faire. Toute période dans la vie où le corps doit s'adapter à une nouvelle réalité comme ça, il vit un grand stress interne parce qu'il y a beaucoup de changements qui vont se faire à plein de niveaux. S'il y a déjà un gros stress interne qui se produit, tout stress externe qui arrive, comme un stress lié au travail, lié à la famille, aux finances, à ce qu'on mange, etc., bien, tous ces stress-là vont avoir un impact encore plus grand. Donc, on doit faire encore plus d'efforts pour faire une bonne gestion générale du stress pour minimiser l'impact que tout ça a sur notre système nerveux. L'hypophyse, c'est une glande très importante lors de la ménopause pour aider à gérer l'équilibre entre notre système glandulaire et notre système nerveux. Parce que durant la ménopause, elle travaille particulièrement fort à établir un nouveau équilibre hormonal. Elle travaille à pouvoir équilibrer le corps puis faire sûr qu'il réagit correctement par tout ce qu'il faut. Elle décharge beaucoup plus d'hormones qu'habituellement. Si elle devient très active comme ça, mais ça arrive des fois qu'elle a tendance à avoir de la misère à se calmer. Elle ne se calme pas les pompons facilement. Si elle roule très vite, qu'elle a de la misère à se calmer, ben le symptôme le plus commun, c'est qu'on vient avec ce qu'on appelle une hyperidéation. C'est le petit hamster qui roule 5000 à l'heure là, dans sa petite roulette. Là. C'est toujours les mêmes idées qui reviennent, puis on dirait qu'on n'est pas capable de « Oh, je suis tannée, là, je veux arrêter de penser à ça », mais c'est toujours ça qui nous revient. Puis également, notre cerveau roule à toute vitesse. On dirait qu'il roule trop vite. On a de la misère à finir nos idées des fois même parce que ça va toujours trop vite. C'est vraiment un état aussi où on vient des émotions plus à fleur de peau. Il y a plus de gros changements émotionnels. On devient en colère plus facilement, plus de tristesse. On a peur plus facilement. Il y a aussi une plus grande fréquence d'anxiété, d'insomnie, particulièrement lorsque c'est une insomnie où on est réveillé puis les mêmes idées tournent en rond dans notre tête, où notre cerveau est tellement actif qu'on commence à faire nos listes d'épicerie parce qu'on n'est pas capable d'arrêter de penser. Le cerveau a beaucoup de difficulté à se calmer quand l'hypophyse a tendance à rentrer dans cet état-là. Il y a plusieurs façons d'aider à calmer notre hypophyse. Cependant, il y a deux choses qui sont très faciles à intégrer dans notre vie de tous les jours. Premièrement, c'est de commencer à pratiquer la respiration profonde. Ça l'aide particulièrement à calmer notre hypophyse, notre hypothalamus, notre zone limbique. Si vous écoutez mon épisode 2, vous allez voir, ça l'explique très bien le pourquoi. Ça va vous donner aussi la technique, comment faire pour la mettre en pratique. Puis également, vous allez voir qu'il y a un beau petit supplément qui existe qui est sécuritaire pour pas mal tout le monde. C'est un supplément d'avoine fleurie. En latin, ça s'appelle Avena sativa. Ça peut aider beaucoup à calmer au niveau de l'hypophyse. C'est sécuritaire pour tous. Donc, n'importe qui peut le prendre. Ça agit très bien pour aider à calmer le mental qui est en hyperactivité. Les surrénales, comme je disais, ils ont également un rôle très important sur l'équilibre de notre système glandulaire et notre système nerveux. C'est les glandes qui vont gérer beaucoup le stress dans notre organisme. Puis s'ils sont en déséquilibre, sont fatigués, qui sont épuisés, leur système nerveux est beaucoup plus affecté par tous les changements qui ont lieu.
Donc, la plupart des femmes en ménopause peuvent souvent voir une diminution importante de l'intensité de leurs symptômes indésirables simplement en réduisant de moitié leur consommation de stimulants. Les stimulants, on parle de sucre, caféine, alcool, additifs chimiques, la nicotine. C'est tous des éléments qui ont un impact direct sur nos surrénales. Puis si on en consomme moins, ça donne une chance à nos surrénales d'être moins en surdemande, puis ils peuvent mieux gérer ce qui se passe dans l'organisme. Cependant, si les surrénales sont vraiment épuisées, qui ont vraiment besoin d'un petit remontant, c'est important de regarder peut-être pour des plantes adaptogènes, parce que c'est des plantes qui non seulement vont aider à supporter l'activité de nos surrénales, mais qui ont souvent un impact très positif au niveau des neurotransmetteurs dans notre cerveau. Ça a un effet très équilibrant. Par définition, c'est des plantes qui aident à rétablir l'équilibre, surtout au niveau de l'homéostasie. Il y a beaucoup d'études qui démontrent vraiment l'effet spécifique de plusieurs plantes adaptogènes sur des neurotransmetteurs très spécifiques. Les plus populaires lors de la ménopause, celles qu'on voit souvent, sont la rhodiole, l'ashwagandha, puis même le ginseng de Sibérie. C'est les 3 qu'on voit le plus fréquemment ajoutés aux suppléments pour aider la transition de la ménopause. C'est vraiment à cause de leur impact sur les surrénales. Ça peut beaucoup aider à réduire l'impact négatif au niveau de nos neurotransmetteurs. Ça nous permet de rétablir un équilibre plus facilement. Je vous recommande d'écouter mon épisode numéro 2 pour avoir toutes les techniques de gestion de stress qui peuvent aider beaucoup à la santé de votre système nerveux. Si vous avez beaucoup de chaleur ou de sueur nocturne, vous pouvez aussi aider à améliorer votre confort physique, à réduire l'intensité des chaleurs, des sueurs nocturnes en réduisant les substances qui vont déclencher des chaleurs. Ce n'est pas la cause, mais si vous mangez beaucoup de nourriture épicée, de la nourriture très chaude ou que vous êtes dans des endroits où les températures sont très élevées, ça va être des déclencheurs, ces choses-là, des choses qui vont faire que vous en avez plus souvent des chaleurs et des sueurs nocturnes. Donc, en vous mettant dans des environnements où c'est plus tempéré, où il n'y a pas ces déclencheurs-là, vous allez pouvoir rendre ça plus confortable d'ici à ce que vous mettez en place des mesures qui vont vous permettre de contrôler ça plus facilement. Beaucoup d'études démontrent également qu'un surplus de poids peut contribuer à augmenter les risques de symptômes désagréables lors de la ménopause. Cependant, les activités physiques vont souvent déclencher des chaleurs au début. Une façon de vous assurer que le tout est moins pénible, c'est de choisir de faire de l'exercice dans des endroits qui sont plus tempérés ou de choisir des exercices comme la natation qui permet de garder le corps tempéré plus facilement. Ça l'aide à régulariser la température, puis ça élimine l'excédent de chaleur au niveau de la peau. Déjà, on a moins tendance à avoir de chaleur à ce moment-là. Mais en général, les bénéfices de l'activité physique vont contrebalancer tout inconfort que vous pouvez vivre au départ. Fait que c'est sûr qu'au départ, on a plus de chaleur quand on commence à faire plus d'exercice, mais à mesure que votre santé s'améliore, que votre corps redevient en équilibre, parce que l'activité physique aide énormément à la gestion de stress. Là, on voit rapidement que ça peut aider à en avoir moins de chaleur. Dernier petit truc que je veux vous donner à ce niveau-là, la sécheresse vaginale, qui est quelque chose qui peut être assez désagréable, mais qui a une solution quand même assez facile. Il y a certaines études qui indiquent que l'utilisation de la vitamine E peut aider à réduire l'intensité des chaleurs de la ménopause puis un effet protecteur sur le système cardiovasculaire si on l'utilise à des doses de 400 unités internationales par jour. Cependant, lors de la ménopause, là où on voit le plus grand bénéfice, c'est vraiment lors de sécheresse vaginale. Dans ces cas-là, il est important d'acheter une gélule de vitamine E de qualité parce que la meilleure qualité, elle va avoir tendance à se dissoudre plus facilement parce qu'ils ont mis des bons ingrédients que c'est plus facile au niveau digestif, mais aussi la chaleur du corps risque de pouvoir la dissoudre plus facilement. Ça va faire qu'elle va pouvoir donner ses bénéfices au niveau de la membrane vaginale plus facilement parce que le truc, là, c'est vraiment d'insérer une gélule de vitamine E par soir au niveau vaginal à l'heure du coucher.
Quand on se couche, la chaleur du corps va tranquillement dissoudre la gélule, puis la vitamine E va tout enrober la paroi vaginale. Ça l'aide beaucoup à hydrater puis à nourrir cette paroi-là pour qu'elle soit en meilleure santé, qu'elle ait moins tendance à devenir mince et fragile. Et la vitamine E est reconnue pour avoir un léger effet estrogénique, un phytoestrogène, là, un bon estrogène. Puis ça va aider à rétablir l'équilibre hormonal localement au niveau de la membrane. Ça ne prend pas ben de temps que la plupart des femmes vont voir déjà une amélioration au niveau de leur sécheresse vaginale. Ils font ce petit truc-là. Lorsque ça s'améliore, là, vous avez juste à en insérer 1 ou 2, 3 jours au lieu de tous les soirs. Vous pouvez sauter des soirées puis ça va aller. Maintenant que vous êtes outillé avec toute cette information, vous pouvez voir où travailler pour atteindre une ménopause en harmonie. Quels changements alimentaires pouvez-vous incorporer à vos habitudes? Quel exercice ajouter à votre routine? Quelle technique de relaxation adopter? Incorporer de petits changements ici et là peut grandement contribuer à votre bien-être. Donc, une note très importante, toute l'information contenue dans ce balado ne vise pas à remplacer les recommandations de votre médecin. Si vous avez des problèmes de santé ou vous prenez des médicaments, il est important de consulter votre médecin pour vous assurer que vous pouvez faire les modifications que vous désirez adopter sans interférer avec votre traitement médical ou les médicaments que vous prenez. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé mon contenu, s'il vous plaît me suivre ou vous abonner à la plateforme que vous utilisez. Vous pouvez également activer les notifications pour être avisé lorsque je télécharge un nouvel épisode, ce qui sera tous les 2e mardis en matinée. Merci et bonne journée.